Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien, s'il est quelqu'un qui ne se dérobe pas face au débat, c'est Michel Onfray pour son livre Foutriqué, un pamphlet sur le président candidat Macron aux éditions Albin Michel. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Alors, foutriqué, carrément foutriqué. Alors, il faut expliquer d'abord, et comment juste rapidement quand même. Alors, foutriqué, quand même, vous y allez fort, Michel Onfray. Il y a Emmanuel Macron assis sur le trône, effectivement, le trône royal, puisqu'on est quand même quelque part en monarchie. Mais d'où ça vient, foutriqué ? Alors, il y a une première. Moi, j'ai découvert le mot avec Pierre Boutang dans un livre qui s'appelait Précis de Foutriqué, au moment où Giscard était en exercice, et c'était un véritable exercice de polémiste, avec toute l'intelligence brillante de Boutang, qui fut jadis secrétaire de Maurras et qui a été l'un de mes professeurs quand j'étais à la Sorbonne. Mais ce mot a été emprunté, a été utilisé ensuite par les communards, notamment Vallès, Jules Vallès, qui a écrit une très belle trilogie. D'ailleurs, j'invite tout le monde à lire Jacques Vintras, c'est l'enfant, le bachelier, l'insurgé. Et donc, dans l'insurgé, qui raconte la Commune, en 1871. Voilà. On rapporte que, effectivement, il y avait un certain nombre de surnoms donnés à Adolphe Thiers, dont je rappelle qu'il était versaillais, mais qu'il n'était pas de droite, mais que c'était un homme de gauche, que c'était la gauche républicaine officielle contre la gauche sociale de la Commune. Qui ont massacré les communards. Et Gallifet, qui a massacré les communards, était lui aussi un homme de gauche républicaine. Donc, il faut quand même arrêter de croire que c'était les bons communards de gauche, que j'aime beaucoup, contre les méchants versaillais de droite, car c'était une gauche contre une autre gauche. C'était la gauche sociale, qui est la mienne, celle de la Commune, contre la gauche républicaine, celle de Thiers. Et les communards ont utilisé ce mot-là, foutriqué, pour stigmatiser Thiers. C'est un mot qu'on voit pour la première fois, je pense que c'est lui qui l'invente, chez Hébert, le patron du père Duchesne, pendant la Révolution française. Voilà. C'est ça, ouais. Vous savez qu'il ponctuait quasiment toutes ces phrases de foutre Dieu, enfin voilà. Et alors, il y a une variation sur le mot foutre, notamment foutriqué. Foutriqué fait partie de ça. Bon, alors je ne donnerai pas la définition, mais chacun l'aura compris. Et il me semble que ça peut marcher dans la logique de la Commune, puisque quand il y a eu cette commémoration des 150 ans de la Commune récemment, Macron, qui nous dit qu'il ne faut pas récupérer l'histoire, ne fait que ça, récupérer l'histoire, et a dit qu'un temps, la République était en danger et que la République, elle s'est retranchée à Versailles. C'était une façon de dire, Thiers, c'était vraiment la République. Ouais. La question sociale et les communards, ce ne sont pas des républicains. Ces gens-là sont détestables. Sous-entendu, si vous m'avez bien compris, les gilets jaunes, c'était pas la gauche. Les gilets jaunes de l'époque. Et moi, je trouve que finalement, ma gauche, c'est celle des Versaillais, c'est celle d'Adolphe Thiers. Donc je pense que Foutriqué lui va bien. Oui, c'est effectivement, vous l'expliquez très éloquemment dans le début avec l'éloge de la Commune, et d'ailleurs foutriqué d'eux, quoi, quelque part. Hein. C'est un peu foutriqué d'eux. Alors, effectivement, vous faites un portrait, en fait, de la France d'Emmanuel Macron, sous toutes ses dimensions, et vous dites à un moment donné, quand même, de ces, avec la Nef des Fous, vous avez décrit cela, et puis après, l'histoire du pangolin, l'histoire du Covid, on va parler peut-être de l'Ukraine, de l'actualité, vous l'avez écrit évidemment avant le livre, mais vous rappelez deux choses, Michel Onfray. Vous rappelez quand même ce fait que 2/3 des Français ne sont pas allés voter au municipal de 2020. C'est énorme, oui. 2/3. C'est-à-dire, et vous dites, est-ce que la France, mais vous ne dites pas avec un point d'interrogation, la France est devenue folle. Qu'est-ce que voulez-vous lui dire par là ? Oui, elle n'est pas devenue folle parce que les gens ne vont plus voter. Je pense qu'au contraire, l'intelligence est du côté des gens qui ne vont pas voter. Ils ont bien compris que c'était des parodies d'élections, désormais. Je l'ai déjà beaucoup dit, mais je pense que la prochaine élection est pliée et qu'on sait très bien que ce sera un candidat du camp maastrichtien. Ce soit probablement Macron, peut-être Pécresse, mais sûrement pas Marine Le Pen et sûrement pas Éric Zemmour et sûrement pas Jean-Luc Mélenchon. Donc, mais est-ce que justement, juste un mot, on va pas faire... Mais est-ce que justement, vous dites oui, le vote... Mais est-ce que l'abstention ne va pas au pouvoir en place et après on n'a plus que les yeux pour pleurer? Non, parce que tout est fait pour que ça débouche sur cette solution-là. C'est un petit peu comme si on vous disait, voilà, vous avez acheté un billet du loto, là, mais il y a pas de cagnotte au loto. Vous allez perdre. Personne ne va acheter un billet de loto. Vous dites, j'achète parce que je suis susceptible de gagner. Oui, et puis si je perds, j'accepte le jeu. Là, on vous dit, de toute façon, il n'y aura pas d'autre gagnant que Emmanuel Macron. Donc c'est pas la peine d'acheter un billet. Parce que pour vous, Le Pen, Zemmour n'ont aucune chance.
Bon, on sait comment ça fonctionne. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont criminalisés, fascisés, extrême droitisés, ils sont antisémites, misogynes, phallocrates, homophobes, etc., amis de Poutine, enfin tout ce qu'on voudra. Et cependant, on les laisse quand même s'exprimer. On les invite dans des débats. On nous explique que Madame Le Pen adore les chats. On fait des émissions chez elle. Elle est gentille. Elle a rogné ses incisives. On se dit bon bah limé. On se dit tout ça est formidable. Elle est très gentille. Et puis paf, quand elle est au second tour, on nous dit entre les deux tours, alors qu'ils sont gagnés. Je rappelle qu'elles sont gagnées ces élections. Quand, il y a 5 ans, au premier tour, Macron l'a bien compris. Il fête l'élection le soir du premier tour, pas le soir du second. À la rotonde à Montparnasse. À la rotonde. C'est-à-dire qu'il sait très bien que tout est fini. Qu'est-ce qu'il fait entre ces deux tours? Il s'en va à Oradour-sur-Glane et il s'en va au musée mémorial de la Shoah à Paris. C'est-à-dire, c'est une façon entre les deux tours. Entre les deux tours. Il a gagné. C'est-à-dire que, et il estime que, bon, évidemment, avec tous les discours qui vont avec, du genre, dimanche prochain, si vous voulez éviter Oradour-sur-Glane et la Shoah, ne votez pas pour Marine Le Pen. Il n'a pas dit ça comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller là plutôt qu'ailleurs? Ça veut dire ça. C'est-à-dire de manière subliminale, si on veut utiliser l'expression, d'un point de vue de la communication, si on veut utiliser un autre mot. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi aller dans ces deux endroits-là explicitement? On sait très bien, Oradour-sur-Glane, c'est le village martyr, c'est Das Reich qui détruit complètement ce village, et c'est là qu'il va entre les deux tours. Il a autre chose à faire entre les deux tours que de se rendre là. Il peut aller partout ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas, je sais pas, moi, à Ploërmel, dans le Cantal? Évitons la bête immonde. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est cette façon de dire, il va falloir faire un barrage républicain, et on va voir la gauche appeler le soir du deuxième tour à voter pour Macron en disant avec une pince à linge sur le nez, comme disait Strauss-Kahn jadis, parce que finalement il va falloir défendre la République. Puis voilà, quoi, globalement ça va se passer comme ça. On va se retrouver tout de suite après les informations. Michel Onfray, on va avoir tout le temps de parler du foutriquet aussi avec les auditeurs de Sud Radio. Et comme vous n'avez pas tous les jours l'occasion de poser vos questions à Michel Onfray, vous le faites et vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous sommes pratiquement à un mois jour pour jour du premier tour des présidentielles. Et ben, il y a quelqu'un qui a écrit son journal de bord du quinquennat Macron, Michel Onfray. Foutriqué, on en a parlé, d'où ça vient le mot. Mais dites-moi, Michel Onfray, vous êtes quand même dur là. Dans ces 5 ans, tout est ajouté parce que vous parlez d'abord du personnel, des amis, et des copains et des coquins autour. C'est quand même assez... assez impressionnant. En tout cas, là, vous y allez à la Kalachnikov, je dirais presque au Karcher. Vous parlez des réalisations, vous parlez surtout de l'image de la France, vous parlez de tout cela, vous parlez des civilisations, vous parlez effectivement de la manière dont Emmanuel Macron utilise l'histoire, utilise tel ou tel concept, et vous parlez et je voudrais qu'on s'attarde un peu dessus, parce que vous avez fait en philosophe et le concept du « et en même temps ». Et vous dites, qu'est-ce que ça traduit de quoi? Et en même temps, est-il le nom? D'une schizophrénie, d'un problème d'identité. On ne peut pas revendiquer une chose et son contraire en même temps. C'est pas possible, ça. On peut pas dire d'une femme qu'elle est enceinte et qu'elle est pas enceinte en même temps. C'est l'un ou l'autre, c'est pas l'un et l'autre. Alors c'est un attrape-gogo, ça a marché. Il y a plein de gens qui se sont dit, finalement, en même temps la droite, en même temps la gauche, ah c'est drôlement bien, ça nous change des gens qui sont des sectaires de droite ou des sectaires de gauche. D'ailleurs, les gens de droite pensent que la gauche est sectaire, les gens de gauche pensent que la droite est sectaire, mais qu'eux ne le sont jamais, sectaires. Et puis là, d'un seul coup, on a un personnage qui nous dit, je suis l'homme de la synthèse, je suis dans l'au-delà de tout ça, c'est fini, les gens qui se sont agressés, mordus le nez, là, pendant des années, on en crève de la droite qui est méchante avec la gauche, de la gauche qui est méchante avec la droite. Moi, je prends tout ce qui est bon à droite, tout ce qui est bon à gauche, etc. D'une certaine manière, c'était une remarque de bon sens. Les gens ont envie de dire de temps en temps, bah oui, mais moi je suis de gauche, mais j'ose pas dire que je trouve qu'il y a de bonnes idées chez, je sais pas, Marine Le Pen. Je suis de droite, mais je pense que de temps en temps il y a de bonnes idées chez Jean-Luc Mélenchon, parce que d'un seul coup on est passé du côté de Marine Le Pen, ou on est passé du côté de Jean-Luc Mélenchon. J'allais dire Marine Mélenchon. Donc il y a un moment donné où cet homme a une espèce de coup de génie en utilisant ça, sauf que c'est l'homme aux deux alliances, c'est l'homme qui dit tout et le contraire de tout, c'est l'homme qui, quand il annonce quelque chose, vous pouvez parier une caisse de champagne, dans la semaine va se débrouiller pour que le contraire soit aussi annoncé, parfois même par lui.
mais parfois il envoie les autres. Il y a des ministres qui finalement disent le contraire. Donc on est en guerre, mais on n'est pas en guerre. On était jadis en guerre contre le Covid, mais on n'est pas en guerre contre Macron, contre Poutine, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on a besoin d'identité. D'une identité franchement claire, on est quelque part et on n'est pas ailleurs. Le en même temps, c'est le signe d'une schizophrénie, d'une pathologie. C'est une pathologie. C'est ce qui lui fait dire, par exemple, qu'il faut défendre la souveraineté française en même temps que la souveraineté européenne. Ah voilà, vous êtes marié, célibataire en même temps. Vous êtes, je vais pas dire homme et femme en même temps, parce que je vais avoir un nombre considérable de mails me disant que je suis, je sais pas quoi, transphobe, homophobe ou tout ce qu'on voudra. Mais il y a un moment donné où l'identité, ça existe. Oui, mais ce qu'on ne peut pas être, alors justement, Michel Onfray, il peut pas dire, oui, attendez, je suis autant français qu'européen, et je suis d'autant plus français qu'européen, et d'autant plus européen que français. Vous dites, c'est incompatible. Non, je dis que la souveraineté est indivisible. Où on l'est, où on l'est pas. C'est national, c'est la nation. Il n'y a pas 3 souverainetés, par exemple. Ouais. On peut pas dire ça. S'il y a une souveraineté, puis une deuxième, puis une troisième, laquelle va-t-on faire primer? Et on sait très bien que quand il parle de souveraineté européenne, par définition, c'est la souveraineté européenne qui est supérieure à la souveraineté nationale. C'est le principe même de Maastricht. Nous avons renoncé à notre souveraineté. En 92, c'était ça. Nous avons une souveraineté, on vous la donne. Et sans possibilité de retour, semble-t-il. C'est bien verrouillé. Hein. C'est pourquoi on aura un candidat maastrichtien qui sera président de la République dans un mois. Donc, en même temps, c'est pas possible. Si c'est priorité à l'Europe, c'est pas priorité à la France. Si c'est priorité à la France, c'est pas priorité à l'Europe. Il y a un moment donné où il faut choisir. Quand on vous dit, voilà, il faut passer quelqu'un par-dessus bord parce qu'il faut alléger la barque, eh bien, c'est l'Europe ou c'est la France. Chez Macron, c'est clair, c'est toujours la France. Qu'il faut balancer par-dessus bord. Pertes et profits. Absolument. Et alors, ça se traduit comment, effectivement, avec toutes ces déclarations, vous en parlez aussi, sur il n'y a pas de culture française, sur la colonisation est un crime contre l'humanité, sur tout ça, toutes les déclarations, et je ne parle pas, et on parlera, sur les gilets jaunes, vous savez, les gens de rien, etc., les Gaulois réfractaires, etc. Ça participe effectivement de la même démarche? Oui, d'abord parce que c'est pas son seul trait de caractère, lui, en même temps. Il y a quelque chose de très méprisant chez lui. Très méprisant, très arrogant, très suffisant, très prétentieux, ne supportant pas l'opposition. Il y a quand même 5 ans. Ce jeune homme qui n'avait pas 40 ans est élu président de la République pour la première fois où il se présente, même pas conseiller municipal quelque part ailleurs. Il a fait carrière dans la banque, ça a formidablement marché. Il y a eu des bénéfices d'ailleurs qui ont disparu. Il a la presse avec lui, il a l'Assemblée nationale avec lui, il a le Sénat avec lui, il a la finance avec lui, il a tout le monde avec lui. Et puis il y a 2 ou 3 personnes qui sont pas franchement complètement avec lui. À l'époque, un personnage dont on parlait assez peu qui s'appelait Zemmour, un autre qui s'appelait Finkielkraut et moi-même. Et il a nommément dit, c'est Monsieur Faure, qui était sa plume à l'époque, qui a dit ça dans le journal du dimanche, et ça avait été repris à l'époque, que c'était insupportable d'entendre ces 3 personnages-là. En vous nommant. Oui. Carrément, ouais. Et en disant qu'il avait créé une espèce de section avec Pierre Nora et avec Feu Michel Serres pour répondre à toutes nos sottises, à toutes nos bêtises, etc. Mais il a le droit de ne pas nous aimer. Je veux dire, comme homme, il a le droit de ne pas nous aimer. Mais un chef d'État qui a la totalité des pouvoirs, y compris celui de la bombe atomique, disons-le comme ça, qui n'accepte pas que des intellectuels soient un peu rigolards avec lui, soient un peu voltairiens. Je suis voltairien, ce texte est voltairien. C'est un esprit voltairien ou swiftien, si on veut être européen. Mais il ne l'accepte pas, il n'accepte pas du tout ça. Donc il y a une espèce de rigidité chez ce personnage qui fait que il y a effectivement les Français qui importent pour lui, les gens qui lui sont utiles. L'argent, la banque, la finance, les journalistes, les patrons de presse, les gens importants, les people, les chanteurs. Il était le soir de sa fiesta du premier tour. Je rappelle qu'il y avait les Bogdanov, ou un des Bogdanov. Il y avait Stéphane Bern, il y avait tous ces gens-là. Non, ils ont un passé, c'est pas... Voilà, je sais bien. Bon, un passé qui était aussi un passif, un CV qu'on a pu connaître, ça a même été dit au moment de leur mort. Mais je veux dire que c'est cet homme qui en même temps nous parlait de René Char, nous parlait de la grande littérature française, se fait photographier sur sa photo officielle avec 3 Pléiades, avec Gide, avec Stendhal et avec De Gaulle. Là aussi, c'est en même temps. Est-ce qu'on peut avoir le Gide de Corridon, par exemple, et puis le général De Gaulle des mémoires de guerre? Est-ce que ça marche ensemble? Est-ce qu'il a lu ces livres? Enfin, on va pas être méchant, mais est-ce qu'il a lu ces livres? Moi, je pense que oui. Vous pensez que Brigitte Trogneux les aura lus pour lui, mais je pense qu'il a une culture livresque qui lui a été fournie par le compagnonnage amoureux avec son épouse, et ça, je ne remets pas ça en cause. Et il a pas lu probablement l'œuvre complète, mais comme tout le monde. Moi, le premier. Mais il sait de quoi il parle quand il choisit Gide. Probablement les nourritures terrestres,
Et c'est quoi le Stendhal qu'il choisit? C'est la Chartreuse de Parme, c'est le rouge et le noir. Et dans le rouge et le noir, c'est quoi? C'est Julien Sorel qui met la main sur la jambe de Madame de Rênal pendant que son mari, etc., etc. Il faudrait qu'on sache. Mais tout ça est non dit, mais tout est possible et pensable. Enfin, c'est un personnage qui est dans la duplicité, d'une certaine manière dans l'imposture. Il est insaisissable. Il dit une chose, au contraire, il est parti ailleurs. Mais c'est peut-être ça qui assure. D'ailleurs, regardez aujourd'hui, vous dites vous-même que et vous n'êtes pas le seul à dire que tout est plié. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout glisse sur lui. Mais ça, je crois pas du tout. Vous ne croyez pas? Je ne crois pas du tout. Je crois qu'il déteste qu'on ne l'aime pas. Il déteste qu'on ne soit pas dans la vénération. Apparemment, moi, je l'ai jamais rencontré, mais tous les gens qui l'ont rencontré m'ont dit son formidable pouvoir de séduction. Oui. Et alors, il séduit tout le monde et il donne l'impression que quand il dit 3 mots à quelqu'un, il n'y a que eux deux dans l'univers et que le reste du monde n'existe pas. Et alors, les gens n'arrivent pas à s'en remettre, quoi. Mais quand il n'a pas réussi à séduire quelqu'un, il semblerait qu'il soit d'une colère incroyable, une colère noire contre celui qui a résisté à sa séduction. Moi, j'ai rien contre Emmanuel Macron comme personne. J'ai contre le chef d'État. Et je rappelle que j'ai dit des choses très cruelles sur Hollande, sur Sarkozy, sur même Mitterrand en son temps et même Chirac à l'époque. J'ai fait un papier au moment où Mitterrand passe le pouvoir à Chirac. C'était dans Le Monde 2 à l'époque et je n'étais pas interdit de ce journal. J'ai fait une demi-page qui était assez violente sur ces deux-là parce que ils défendent le même monde. Ce sont les gens qui défendent ce monde que j'attaque. C'est pas Emmanuel Macron. Quand il aura cessé d'être président, probablement dans 5 ans, je ne m'attarderai pas au cas Macron. Là, nous parlons du président, nous parlons pas de l'homme, chef de l'État. Voilà. Il ne s'agit pas d'attaquer l'homme. Si, on peut quand même aussi attaquer l'homme, parce qu'il y a les deux corps du roi. Il y a un moment donné où, vous savez très bien, le jour où vous avez l'onction présidentielle, vous êtes plus que vous-même. Donc il y a des choses que vous ne faites plus. Et vous pouvez faire des choses. Il a continué à le faire. Il a continué complètement à le faire, avec ce désir d'être disruptif, comme il disait, c'est-à-dire d'être transgresseur. Alors justement, vous consacrez toute une partie du livre sur, Benalla, que ce soit Agnès Salle, Françoise Nyssen, et puis d'autres, des philosophes comme BHL, enfin, etc. Enfin, des philosophes comme BHL. Des polémistes comme BHL. Des polémistes. Parce que moi, quand on me présente, on dit polémiste, mais jamais BHL. BHL était un grand polémiste depuis 1977. Oui, remarquable. Oui. Remarquable. Mais alors, ces gens-là, je parle surtout de Besson aussi, l'écrivain Patrick Besson, pas Patrick, justement Philippe Besson. Oui. L'autre est un écrivain, oui, effectivement. C'est un personnage très drôle et que je défends absolument. Ce Besson-là, le Besson du Point. Le Besson du Point. On va se retrouver justement par rapport à Macron et à son entourage tout de suite après ceci. Et vous prenez la parole dans une dizaine de minutes, alors appelez-nous au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Michel Onfray, Foutriquet, paru aux éditions Albin Michel. Et on parle effectivement de ce quinquennat, qui s'achève dans un mois, enfin un peu plus d'un mois. Et au fond, l'impression qu'on a, en tout cas l'impression que vous donnez, en lisant votre livre, Michel Onfray, c'est, je ne dirais presque pas un quinquennat pour rien, mais un quinquennat de faux semblants, un quinquennat en trompe-l'œil, un quinquennat effectivement d'images absolument faussées. C'est ça un peu le bilan ? C'est un quinquennat maastrichtien, c'est fait pour ça. Si on n'a pas de chef de l'État, depuis 1992, on a juste une espèce de commissaire européen qui sert de chef de l'État et qui de temps en temps fait semblant de nous expliquer qu'il est le chef de l'État en faisant des interventions officielles. Mais bon, tous les matins, il donne un coup de fil, enfin c'est métaphorique, mais il donne un coup de fil à Ursula von der Leyen en disant c'est quoi le programme du jour. On lui envoie sa feuille de route. Vous n'exagérez pas un peu. Mais nous n'avons pas le pouvoir de décider la fin de la souveraineté, c'est ça. Voilà pourquoi BHL dit le souverainisme, cette saloperie. Évidemment, le souverainisme est une saloperie pour des gens qui veulent absolument que nous n'ayons plus le pouvoir de décider et qui voudraient que ce soit justement une commission occulte de Bruxelles qui puisse décider pour nous, en sachant très bien que cette commission occulte de Bruxelles, elle décide en fonction des intérêts des États-Unis, donc de l'argent. Du fric planétaire, de la marchandisation planétaire. Donc c'était pareil avec Hollande, c'était pareil avec Sarkozy. Simplement, ce sont des questions de style. Donc quand on me dit qu'est-ce que vous sauvez chez ce monsieur, je dis rien, même pas. C'était pareil avec Chirac.
Chirac, il sauvait la posture, c'est-à-dire il était les formes, c'est-à-dire que bon, il n'y avait pas de grossièreté, il n'y avait pas de doigt d'honneur, il n'y avait rien de tout ça. Et à l'époque, il est photographié nu à sa fenêtre quand il est à Brégançon. Et les gens ne publient pas la photo, je dirais, parce qu'on estime que bon, il incarne bien la fonction et qu'il faut pas détruire non plus la fonction. Là, il a détruit lui-même la fonction. Il y a des photos de lui qui sont sur le net planétaire, là pour le coup. Enfin, c'est un pléonasme, mais qu'on peut voir partout sur la planète et qui sont dégradantes. Alors pour lui, c'est son affaire, mais pour la France aussi. Un chef de l'État ne fait pas ça, si on veut réutiliser l'expression. Oui. Non, le chef d'État ne peut pas dire ça, mais ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Le fameux doigt d'honneur aux Antilles, c'est pas possible. La photo avec un certain nombre de gens qui insultent la France dans une chanson qui est donnée sur les marches de l'Élysée au moment de la fête de la musique, c'est pas acceptable non plus. C'est une provocation, c'est un profond mépris pour un certain nombre de gens qui ne s'y retrouvent pas. Et Carlito et etc. C'est pitoyable, ça. C'est pitoyable. Et à un moment donné, il dit merde, cet homme-là, quand même, en présence de ces deux-là. Il y a une grossièreté de la part du chef de l'État. Il y en a un qui est en train de faire une galipette sur les pelouses de l'Élysée, trouve ça très drôle. Il fait la promesse qu'il les citera le jour du 14 juillet. Il est en train de parler de la décapitation de Samuel Paty. Et en même temps, il tient la photo de ces deux, enfin, je veux pas être grossier, mais de ces deux personnages. Enfin, en gros, un point pour Paty et puis un point pour Carlito et l'autre, là, en disant tout ça c'est exactement la même chose. J'avais fait le pari que je parlerais de ces gens-là, mais c'est honteux. Je veux dire, c'est honteux. Mais comment vous expliquez qu'il s'en rend pas compte? C'est quand même pas, c'est pas. Si, il s'en rend compte. Je pense qu'il c'est le sale gamin qui transgresse et qui méprise. Ouais. Il dit, mais de toute façon, il est aujourd'hui à 30% des intentions de vote, dit-on. Oui, enfin, ce sont les sondages. Bah, enlevez 10, ça fait 20, et si vous enlevez 10, les autres sont à 10, donc il semble de toute façon devant tout le monde. Si d'aventure il ne devait pas être présent au second tour, et qu'on ait un second tour, je sais pas quoi, moi, Pécresse, Le Pen, ou Zemmour, Le Pen, ou je ne sais quoi, ou Mélenchon, Zemmour, ou je sais pas quoi, ce serait quand même une révolution totale. Ce serait une nouvelle révolution française. C'est vrai, ce serait un séisme. Ah bah oui. Enfin, qui votera verra. Juste un mot... mais qui ne votera pas verra aussi. Qui votera pas verra aussi. Mais, oui, c'est ça. Qui votera pas subira, moi je dirais. Mais enfin bon, ils subiront tous, effectivement. Est-ce qu'au fond, là-dessus et en creux, parce que c'est dans votre livre aussi, quel portrait de la France, aujourd'hui, se dessine à travers, effectivement, ces 5 ans de quinquennat? Bah, il y a un portrait franco-français, puis il y a un portrait planétaire, c'est-à-dire que tout le monde se rit de nous, de ce président qui se donne l'impression d'être un grand président, qui nous fait savoir que, en gros, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est une affaire entre Poutine et lui. Enfin, qui ça peut abuser? Oui, il dit je l'ai tutoyé, mais en anglais on se tutoie pas. C'est ça, il n'y a pas de tutoiement, il n'y a pas de vouvoiement non plus, donc c'est une façon, puisqu'il ne parle pas le russe et que l'autre ne parle pas le français, il faut une langue véhiculaire qui est l'anglais, effectivement, avec l'anglais. Mais c'est pareil, tout ça, il a parlé 1h30, mais 1h30, il faut couper en deux, puisqu'il y a des traductions, éventuellement, je ne sais pas comment les choses se passent. Est-ce qu'ils ont un anglais suffisamment fluent tous les deux pour pouvoir imaginer traducteur? Moi, je pense que dans ces moments-là, il faut peser chaque mot et que peut-être le plus sage consiste à parler sa langue natale avec des traducteurs qui font pire, puisqu'on parle de l'Ukraine, je voudrais avoir aussi votre sentiment là-dessus, Michel Onfray. Pire, c'est-à-dire qu'il diffuse des conversations, mais c'est pas diffusé, je dis pas que c'est du secret d'État. Et oui, vous avez remarqué, le Conseil de défense et tout ça, c'était au moment du Covid, c'était pas un mot de rien, même le Conseil scientifique, hein, jamais on a eu une délibération du Conseil scientifique d'Elfrécy. Là, il parle à Poutine, j'ai parlé à Poutine, je lui ai dit ça, il m'a répondu ça. Mais je pense qu'il n'échappe à personne que c'est sa campagne présidentielle. C'est sa campagne. Quand tout le monde dit il n'y a pas de campagne, bien sûr que si, il y a une campagne. Cette campagne, il la mène avec Poutine. C'est-à-dire que, en gros, je suis au-dessus de tout le monde, là. Qu'est-ce que vous imaginez? Que je vais aller me compromettre avec des gens pour débattre avec Poutou? Moi, je discute avec le patron de la Chine, le patron de la Russie, le patron de l'Ukraine. Le patron des USA, etc. Oui, avec BHL aussi, enfin, avec tous les gens importants du monde. Et c'est sa façon à lui de faire campagne. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que Poutine est bon, on n'a peut-être pas le temps d'entrer dans le détail, mais ça fait longtemps qu'on crie au loup, et on voit des fascistes partout. BHL a estimé qu'avec Stéphane Simon, quand nous avons lancé notre revue, nous étions Déa et Doriot, des collaborationnistes. Depuis 50 ans, on voit des fascistes partout. Donc évidemment, ça ne veut plus rien dire, le mot fasciste. Or, en voilà un qui arrive,
Parce que Poutine est un fasciste, c'est tout à fait ça. Mépris de la démocratie, détestation de la presse, utilisation de l'impérialisme. Je ne serais pas fasciste. Vous faites attention avec les mots. Justement, vous voyez, on ne peut plus l'utiliser ce mot-là. C'est ce que j'ai longtemps dit. J'ai dit arrêtez de voir des fascistes partout. C'est le jour où ça n'a rien à voir. Enfin, il faut pas. Eh bien si, justement. Eh bien si, la définition. C'est un autocrate. Mais Non, pas un fasciste. quand on utilise l'armée, quand on est non pas nationaliste mais impérialiste, quand on rentre dans des pays avec l'idée qu'il faut élargir son espace vital, ça nous rappelle c'est ce que font les Américains avec le nation building en Irak, en Libye. Qu'est-ce qu'on a fait en Libye? Si c'était pas ça avec l'armée et compagnie. Oui, mais enfin, oui, on était fascistes alors. Non, attendez. On peut rentrer dans le détail, mais je veux dire qu'on met pas en prison, par exemple, un journaliste aux États-Unis parce qu'il aura écrit, parce qu'il aura publié. On n'interdit pas la création d'un journal, on n'interdit pas la création d'un support médiatique. On ne flingue pas les opposants, les empoisonnant, etc. On va pas rentrer dans le détail, ou alors rentrons dans le détail. Parce que moi j'ai beaucoup dit, n'utilisez pas ce mot-là, le jour où il faudra l'utiliser, vous ne pourrez plus l'utiliser. C'est ce que je dis. Et c'est ce qu'on constate tous les deux. C'est-à-dire que le mot qui pourrait convenir ne peut pas être utilisé parce qu'on dit fasciste, bah oui, Onfray il est déjà fasciste pour plein de gens, donc si Poutine est un fasciste comme ça, c'est pas un fasciste. Eh oui, c'est ce que j'ai dit aussi avec l'antisémitisme. J'ai dit arrêtez de voir des antisémites partout. Quand je fais 500 pages contre la psychanalyse et qu'on dit que ce sont 500 pages d'un livre antisémite, eh bien le jour où des antisémites arrivent véritablement en disant ils sont partout, ils sont derrière toutes les manettes, là il y en a vraiment des antisémites. Vous avez vu, Michel Onfray, que même Zemmour a été traité de juif antisémite. Voilà. Vous voyez la déraison quand on a contribué à vider les mots de leur sens, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à penser. Donc, qu'on dise alors dictateur, pas dictateur, non, je dis voilà, il y a un mot qui correspond très bien, c'est-à-dire quand on estime que la démocratie ne fait pas la loi, que les parlements comptent pour rien, et que c'est la force dans la rue, et que ce sont les armées qui font la loi, et qu'on déborde de nationalisme au profit de l'impérialisme, comment ça s'appelle ça? Non, c'est vrai, mais ça s'appelle peut-être, on aurait une discussion d'une heure, quand on tue des journalistes dans la rue. Oui, non mais c'est plus qu'horrible. Je suis d'accord. C'est évidemment il y a une longue tradition en Russie, on ne va pas l'enlever. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que personne n'est derrière. Par exemple, quand l'Arabie Saoudite, prenons un exemple, massacre au Yémen depuis 10 ans, hommes, femmes et enfants. Vous avez raison. Et l'Arabie Saoudite, ça emprisonne, ça torture, etc. Mais on ne le traite pas de régime fasciste. Non, mais moi je le fais. Je le fais aussi, c'est-à-dire que je suis de ceux qui estiment qu'effectivement il y a une structure du fascisme. J'ai fait un livre sur Orwell pour le montrer, pour faire une relecture de 1984 et de la ferme des animaux. Il y a une structure, j'ai appelé ça théorie de la dictature d'ailleurs, et cette structure elle fonctionne très bien pour caractériser un régime comme celui-ci. Donc il y a parfois des ferments de fascisme dans des pays, il y en a chez nous. Je veux dire, cette façon de fermer Russia Today par exemple, ça ne se fait pas. On ne ferme pas un journal, enfin une télévision, un média, simplement parce qu'on estime que il dit des bobards. Vous diriez que nous sommes dans un totalitarisme soft? Oui, je l'ai dit, je l'ai écrit dans la théorie de la dictature. Je pense effectivement que nous sommes dans une démocratie illibérale et que l'illibéralisme en France, et que le mot fasciste correspond à ce qu'est Poutine et ce qu'il fait. Donc il faut que les mots puissent peser véritablement pour qu'on puisse nommer les choses. Il y a un fascisme de Poutine, ça c'est sûr. Simplement le mot est tellement vidé que ça ne veut plus rien dire. Et il n'y a pas un fascisme français, il n'y a pas un fascisme américain, mais effectivement il y a des démocraties plus ou moins illibérales. Notre illibéralisme consiste à fermer des journaux quand ça ne convient pas, ou à faire de telle sorte que dans des radios d'État, Radio France par exemple, on invite des gens, on n'en invite pas d'autres, et que quand on en invite certains, c'est pour leur casser la figure, pendant que pour d'autres, on leur déroule le tapis blanc, le tapis rouge. Donc ça aussi, ça procède de l'illibéralisme de notre démocratie. Ça s'appelle une démocratie défaillante, comme disait l'économiste. Absolument. Et c'est assez vrai. Oui. On se retrouve... le mot débat est en voie de disparition. Sud Radio essaie de perpétuer cette vieille tradition française. Appelez-nous au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec notre cher Pépito qui nous appelle de Brive-la-Gaillarde. Bonjour Pépito. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour. Et bonjour à votre invité Michel Onfray. Bonjour. Et moi la blanquette de veau, je l'adore. Hein. Je l'adore la blanquette de veau. Vous avez raison. Une question. Oui. Mais c'est bon ça aussi. Hein. Mais je fais une tentative de végétarisme. Très bien. Ouais, bon. Donc posez votre question Pépito, parce qu'on a énormément, et on est ravis de vous avoir, mais on a énormément d'auditeurs. Allez-y. Alors,
c'est un bouquin que j'ai prêté à un copain, mais il y avait un philosophe allemand qui disait que nos ennemis ont souvent tort dans ce qu'ils nous reprochent, mais tort de la façon dont ils le font. Et moi, je pense que Macron a vraiment fauté avec Poutine, parce qu'il n'y a pas eu de débat. Et quand il n'y a plus de débat, c'est la guerre. Comme avec votre invité que je suis de très près sur les réseaux sociaux, elle a raison de dire que la guerre, c'est une atrocité. Il ne faut pas en arriver là. Vous parlez de la journaliste Anne-Laure Bonnel, c'est ça? Oui, D'accord. totalement. Je la suis parce que j'ai envie de pleurer parce que ce qu'elle doit voir et souffrir, c'est clair. C'est inadmissible qu'il n'y a plus de débat. Quand M. Macron dit qu'on va faire la guerre à M. Poutine, mais qu'il arrête. Je vais voter pour le diable, mais pas pour lui. Mais c'est impressionnant. Moi, ça me fait pleurer. J'ai les larmes à l'œil. Je vous le jure, monsieur Berkoff, j'ai les larmes à l'œil parce que la guerre, c'est inadmissible. Quand il n'y a plus de débat, quand c'est blanc-noir, pour ou contre. Non, mais moi, ça me fait pleurer. J'en pleure. Pépito, voilà, je précise pour nos auditeurs, pour Michel Onfray, c'est qu'on a eu donc Anne-Laure Bonnel qui est dans le Donbass et qui racontait, qui a fait un film. Depuis 2014, effectivement, les forces ukrainiennes, enfin des régimes ukrainiens, bombardent le Donbass avec énormément de morts et de tout ça, et on n'en parlait pas beaucoup. On en parle aujourd'hui. Effectivement, il n'y a pas de débat, ça fait réagir Pépito. La guerre est une chose horrible, on le sait, mais que faire? Le problème, c'est que ça fait 15 ans que Poutine nous dit ce qu'il va faire. Ça fait 15 ans. C'est très clair. C'est-à-dire, dès le départ, il a une position... vous savez, il y a un vieux débat en Russie qui oppose les occidentalistes et les slavophiles. Les occidentalistes pensaient qu'il fallait regarder du côté de l'Ouest, notamment du côté du socialisme français, Proudhon, etc. Et puis d'autres qui pensaient qu'il fallait aller chercher du côté de l'Est et qu'il y avait des valeurs, les slavophiles, qui défendaient l'aristocratie, l'orthodoxie russe, etc., etc. Nous sommes toujours dans ce débat-là. C'est le débat de Poutine, qui fait savoir depuis des années qu'il veut reconstituer une grande Russie qui sera appuyée sur les valeurs orthodoxes, mais sûrement pas occidentales. Quand il y a eu des manifestations en Serbie sur cette question de l'Ukraine, les Serbes descendaient dans la rue pour défendre la Russie. Tout à fait. Pas l'Ukraine. Et ils ont parlé de l'Occident dans lequel nous étions, évidemment. Pour nous qualifier, c'était l'Occident. Je suis désolé, mais ils font partie de l'Occident théoriquement aussi, la Russie. Oui. Donc il y a deux Europes dans cette histoire. Est-ce qu'on n'a pas un peu refusé aussi, on n'aurait pas pu faire, nous, non pas des efforts, à votre avis? Parce que la Russie aussi, vous savez, c'est De Gaulle qui disait de l'Atlantique à l'Oural. Oui. Donc justement, il ne refusait pas. Alors, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que le premier Poutine avait un portrait de Pierre le Grand dans son bureau, quand il était à Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire qu'il était occidentaliste. Et il a fait des propositions à la France, à l'Occident ou à l'Europe, qui lui a dit « va te faire voir ». Et donc, c'est là qu'on a commencé à commettre une erreur, en disant effectivement que nous ne ferions pas cette Europe gaulienne de l'Atlantique à l'Oural. Il aurait fallu la faire. Il aurait fallu la faire. Ce refus a généré un ressentiment chez Poutine qui dit « vous n'avez pas voulu, pas de problème, nous on va se retourner du côté slavophile et pour le coup, on va faire une alliance eurasienne. Vous n'avez pas voulu qu'on fabrique l'Europe de l'Atlantique à l'Oural parce que c'était sur des principes qui n'auraient pas été forcément les vôtres. Je rappelle que depuis qu'il est devenu président de l'Europe, Macron nous dit que les valeurs de l'Europe, c'est l'avortement et c'est l'abolition de la peine de mort. Ça peut pas être un projet pour les slavophiles, ça paraît évident. Et donc, nous avons créé cette situation, cette guerre existe, cette journaliste en fait la démonstration depuis des années, il y a 13 000 morts. D'un seul coup, on découvre que cette guerre est là. Poutine nous dit qu'il va étendre son espace vital, j'utilise à dessein l'expression que Hitler a utilisée, en disant « ça fait partie du continent slave, et on y va ». Et nous, on a fabriqué une Europe du fric, une Europe de l'argent, une Europe du business, une Europe du libéralisme, une Europe de la fin des nations, du post-national, de la consommation. On a fait une Europe de l'iPhone, de la télévision à l'écran plat, etc., etc. Et donc, ça veut dire que pendant 15 ans, on n'a pas préparé cette guerre, on ne s'est pas préparé à cette guerre qu'il va nous mener tout seul. Donc on n'a pas les moyens, je veux dire, notre armée est en déshérence, et il n'est pas question non plus de faire une guerre. Entendons-nous bien, moi je suis dans la logique de Jaurès, qui dit, attention, cette guerre serait terrible, et il ne faut pas qu'elle ait lieu. Simplement, si c'est pas la guerre, c'est la diplomatie, si c'est la diplomatie, c'est de la négociation. Qu'avons-nous à apporter ? On négocie avec quelque chose, en disant, tu me donnes ça, je te donne ça. Qu'est-ce qu'elle a à donner l'Europe ? Qu'est-ce qu'elle a à donner la France ? Rien.
Oui, c'est tout le problème, effectivement, parce qu'on voit les conditions russes pour un cessez-le-feu immédiat, elles sont très précises. Voilà, c'est tous les européistes qui nous disent c'est le signe que l'Europe est en train de se constituer, etc. Bravo, c'est bien. C'est-à-dire le jour où on a les moyens de faire avancer le bateau, on a acheté le moteur, mais il est en train de couler. Donc il y a un trou, ça fait haut de toutes parts. Et on les dit, pièces détachées, on les a même plus. Oui, voilà. Donc je pense qu'il faut faire de la géostratégie en disant on s'est fait avoir en ne voyant pas ce qu'était Poutine. D'ailleurs, j'entends partout que Poutine est fou. Comme ça, c'est simple. Il est fou. L'affaire est réglée. Il est pas fou du tout. Vous savez qu'il fait lire Soloviev, Berdiaïev, des philosophes. Il fait lire des philosophes assis hauts fonctionnaires parce qu'il a ce projet impérialiste. Et je reviens sur le mot, c'est le signe du fascisme, l'impérialisme. C'est l'extension du domaine par des moyens militaires. Eh bien, on est perdu parce qu'on ne sait pas quoi faire. Alors on dit aujourd'hui, on va faire sanctions financières. Il n'y a pas de problème. Ça fait 3 ans qu'il prépare ça et qu'il a désindexé son économie du dollar et qu'il a tout fabriqué, il a tout construit sur l'or. C'est pas ça. C'est qu'il a les réserves de gaz. Et qu'il a les réserves d'or, de gaz, de pétrole et de matériaux rares, par exemple, les terres rares qui nous sont nécessaires pour fabriquer nos téléphones, pour fabriquer... De toute façon, c'est la Chine qui l'a, et il a décidé de se tourner désormais vers l'Asie. C'est pour ça, moi je crois, et c'est pour ça qu'on est en désaccord juste sur ce mot fascisme et impérialisme, enfin impérialisme, oui, fascisme non. Non, moi je crois pas du tout, mais on verra, l'avenir nous départagera assez vite, je crois pas du tout qu'il veut reprendre le territoire vital de l'Europe de l'Est et de l'Ukraine, reconquérir ça. Je crois au contraire que ce qu'il le dit. Il le dit lui-même. Non. Mais si, il le dit, il l'écrit depuis des années. Non, ce qu'il dit, c'est qu'il veut continuer la grandeur de la Russie, pas de l'URSS. Pas de l'URSS. Il a été très clair. En revanche, il a dit que c'était l'effondrement de l'URSS, c'était la plus grande catastrophe du XXe siècle. Mais il ne va pas retrouver ça parce que mais je vais vous dire, pour une raison extrêmement simple, il n'en a plus besoin. Le besoin aujourd'hui, il n'a plus besoin de reconquérir ces territoires. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il va s'adosser à la Chine. Et que nous avons poussé, et vous l'avez dit vous-même, Michel Onfray, nous avons poussé la Russie dans les bras de la Chine. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire une alliance yuan-roupie avec l'Inde, etc. Absolument. Et sur l'or. Oui. Et sur les talons or, et là même les Américains vont très mal. Donc on est mort. Oui. On verra. Oui. C'est-à-dire que les gens vont voter prochainement pour un président qui a choisi, qui joue cette carte-là. On en reparlera des porchers bretons ou des gens quand ils iront faire leur plein d'essence, ou de tout le monde quand éventuellement ils décideraient d'une cyberguerre, Poutine, et qu'il nous rendrait inutilisables nos téléphones portables, nos voitures qui fonctionnent avec des composants électroniques, etc., nos ordinateurs, etc. Mais bien sûr, on n'aura pas des chars russes à Paris, mais on aura une cyberguerre qui nous détruira tout le système Internet, tout le système informatique qui pilote tout. Qui pilote les centrales nucléaires, qui pilote l'atterrissage et le décollage des avions, les entrées, le fonctionnement des voitures sur la route. Si vous avez un pépin électronique dans votre voiture aujourd'hui, ça marche plus. Et Michel Onfray, ça c'est parce que nous avons en face de nous des gens qui jouent aux échecs avec 10 coups d'avance et nous jouons à la canasta. Non, nous avons devant nous... Oui, vous avez raison. Mais nous avons devant nous des gens qui estiment que Huntington disait vrai, quand nous, en Europe, on disait qu'Huntington disait faux. Et que Fukuyama disait vrai. Et que Fukuyama disait vrai. L'idée qu'il y ait un choc des civilisations, quand un cancérologue dit « Hélas, vous avez un cancer », c'est pas lui qui crée le cancer. On a dit à Huntington « Vous créez le choc de civilisation qui n'existe pas ». Il y a un choc des civilisations. Moi, je le dis depuis la parution de ce livre, ça fait 20 ans, 25 ans que je le dis. Et bien là, on voit effectivement que c'était Huntington qui avait raison, mais comme on a dit qu'il avait tort, on s'est pas préparé. Et comme on s'est pas préparé, on est gros gens comme devant en disant « Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, des bougies, des concerts, des manifestations, et voilà. Etc. Allez, un appel de Pierre qui n'est pas mort, qui nous appelle de l'Ain. Bonjour Pierre. Pierre, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Juste une petite aparté sur la guerre en Ukraine. Moi j'ai une chose à dire à vos auditeurs. Éteignez vos télés, plongez-vous dans les bouquins, essayez de refaire l'histoire. Essayez d'avoir un avis différent et peut-être que vous comprendrez, parce que ce sont les mêmes à qui on a fait avaler des couleuvres. Pour le Covid, qui sont en train d'avaler les mêmes couleuvres. Enfin, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Donc moi, je vous entends, M. Berkoff, souvent parler de abstention piège à con. Je trouve que c'est intelligent. Dans un pays normal, ça devrait se passer comme ça. Et je suis plutôt du côté de Michel Onfray. Je voudrais qu'il me dise ce qu'il pense de mon analyse. En fait, moi, ça fait 28 ans que je vote plus. Parce qu'en fait, on a eu les Le Pen qui étaient joués de la non-démocratie pendant des années. Et à chaque fois, on se retrouvait soit avec le loser sortant face à Le Pen et tout le monde se braquait contre Le Pen. Et maintenant, ils ont deux oui, ils ont Zemmour et Le Pen. Je suis pas pour ces gens-là, moi. À vrai dire, je suis apolitique. Mais en fait, ce qui va se passer à nouveau, c'est que les gens vont se rendre aux urnes et on va se retrouver avec un Macron face à Le Pen ou un Macron face à Zemmour. Au pire, on aura Macron face à Pécresse. Alors là, on a tout gagné.
puisque c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et en fait, en allant voter, eh ben, on va repartir dans le même jeu, avec des gens qui sont pas là pour faire sortir la France de la misère. Et je pense qu'avec ce qui est en train de se passer à l'Ukraine, on est les futurs miséreux du monde, les Européens. On est face à un mur monumental, et quand on entend Charles Gave, on n'a qu'une envie, c'est d'aller courir à la banque, retirer le peu de pognon qui nous reste. Donc en fait, moi, ce que je prends, c'est de ne pas voter, et je dis que un candidat qui serait élu avec très peu de voix, avec 20% de participation, eh ben en fait, il n'aurait aucune légitimité. Oui, ça, écoutez, juste, Michel Onfray va vous répondre. Juste un mot, c'est que ça m'étonnerait, et là, vous avez raison, s'il n'y avait que 20% des Français qui allaient voter et que 80% n'allaient pas voter au présidentiel, là, effectivement, ce serait aussi un séisme. Ça m'étonnerait. Pour le bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Onfray? Je pense qu'il y a quelque chose de singulier quand on a découvert qui irait aux élections présidentielles, parce que parrainage, pas parrainage, signature, pas signature, etc. On s'est aperçu que le seul candidat qui était frexiteur, c'est-à-dire qui posait vraiment le problème, ou les deux candidats qui étaient vraiment frexiteurs, c'est-à-dire Asselineau et Philippot, n'ont pas eu leurs 500 signatures. Comment se fait-il que Nathalie Arthaud ait eu 500 signatures? Que Poutou ait eu 500 signatures, quand même? Étonnons-nous. Voilà des gens, je regardais l'autre jour, les sondages donnent à Nathalie Arthaud 0%. Ouais. 0%. Et 1% à Poutou, je crois. 1% à Poutou, ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont 1% à deux, et ils ont réussi à obtenir 1000 signatures, tous les deux. Ils sont pas gênants, pardon? Oui, c'est plus. Ouais. Oui, donc vous voyez, il y a quand même un truc là. C'est-à-dire cette idée de dire, bon, on est entre nous, tous les gens sont jacobins, et tous les gens qui se présentent sont jacobins, et tous sont d'une certaine manière maastrichtiens, plus ou moins, mais personne n'a dit on va faire un Frexit. C'est-à-dire personne n'a dit on va se redonner les moyens de recouvrer une souveraineté qui nous permettra de faire une politique à nouveau. Personne. Tout le monde dit... Oui, vous voulez dire, il y a bien une opinion qui est Frexit, elle n'est pas du tout représentée. Mais en 2005, la France a massivement voté contre cette Europe-là. Comment peut-on expliquer que plus de 50% aient voté contre cette Europe-là, et que c'est 55%, et que ces 55% ne sont pas représentés au présidentiel? Qu'est-ce qui s'est passé? On découvre que le CSA accorde des temps de parole en fonction du poids que vous avez dans les sondages. Moi, j'aimerais qu'on parle des sondages le lendemain du premier tour et du deuxième tour. Ces sondages qui n'ont pas été capables de voir que Jospin ne serait pas présent au second tour, que Le Pen serait présent au second tour. était président pratiquement. Voilà. C'est-à-dire que ce sont les sondages qui nous donnent Macron depuis des mois, à 25%, aujourd'hui à 30%. Et on estime que c'est en fonction de ces sondages-là qu'on lui accorde un temps de parole qui fait que il peut mobiliser un temps de parole considérable sur les antennes, pendant que d'autres n'existent pas, c'est-à-dire le discours, la voix du frexiteur, qu'aurait pu être Philippot, qu'aurait pu être Asselineau, par exemple, sont des voix qu'on n'entend pas. Donc on voit bien comment le bricolage démocratique, mettons ça entre guillemets, ou disons plutôt le bricolage illibéral, fait de telle sorte que oui, nous avons des élections, mais in fine, quand on sait ce qui va sortir de ces élections, ce ne sont plus des élections. Donc moi, je me répète, je ne vais pas voter dans ce simulacre de démocratie qui n'est pas une démocratie. Moi, je suis gaullien sur ce terrain-là. C'est très précis. C'est-à-dire que quand on est là, c'est par le peuple, et quand le peuple ne veut plus de nous, on s'en va. C'est-à-dire que quand le général de Gaulle perd son référendum, il s'en va. Combien d'élections y a-t-il eu en 5 ans? Il les a toutes perdues, Macron. Toutes. Il n'y en a pas gagné une. Il a dit l'Europe, ça n'est pas possible qu'on la perde, cette élection. Ça n'est pas possible. Il l'a perdue. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est un succès de perdre de si peu de voix. Donc on a dit, voilà, on continue. Donc il y a eu des élections perdues, toutes les élections ont été perdues, il n'a rien changé. Mais la grande phrase de Macron, Michel Onfray, ne l'oubliez pas, soyez fiers d'être des amateurs. Oui, ça ils peuvent être fiers, parce que pour être amateurs, ils le sont. Oui. On se retrouve dans un instant, vous allez prendre la parole au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes à Toulouse, fief historique de Sud Radio, avec Laurent. Bonjour Laurent. Oui, bonjour, merci. Bonjour André Berkov, merci pour votre émission. Et merci à Michel Onfray pour sa parole, ses ouvrages. Donc j'ai lu attentivement Théorie de la dictature, j'ai bien sûr lu 1984 et La ferme des animaux. J'incite tous les Français à lire ces 3 ouvrages, bien sûr. Merci. Ils pourraient se poser la question, les Français, de savoir est-ce qu'il faut souhaiter une société où 100% des citoyens se soumettraient immédiatement aux injonctions du gouvernant du moment sans se poser de questions. Moi, une telle société me ferait vraiment peur. C'est une société dystopique, comme l'a décrit Orwell. Or,
Je voudrais revenir sur la petite phrase d'Emmanuel Macron, quand il dit qu'il faut emmerder les gens qui ne pensent pas comme lui. Il pousse les Français à la violence, en fait, et à agresser, à emmerder celui qui ne pense pas comme En fait, ce qu'il a dit exactement, juste, il a dit « j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés ». Oui, mais c'est-à-dire qu'il avait envie d'emmerder les gens qui ne se soumettaient pas aux injonctions des gouvernants du moment. C'est-à-dire que moi, quelle que soit mon opinion sur quelque sujet que ce soit, je souhaite d'avoir en face de moi des gens qui pensent différemment. D'avoir des gens qui pensent différemment, ça permet le débat, ça permet d'éviter des fois de se tromper, de se fourvoyer, de s'obstiner dans une erreur. Or, les gens qui nous gouvernent méprisent, détestent les gens qui pensent différemment et veulent les soumettre et veulent les maltraiter. D'ailleurs, ils l'ont tous dit, ils veulent les maltraiter, les gens qui ne pensent pas comme eux. Donc, est-ce que Michel Onfray pourrait revenir et nous commenter cette petite phrase? Je vais bien sûr aller acheter de ce pas son livre Foutriquet. J'ai lu tous les autres et je vais lire celui-là. Merci Michel Onfray. Merci. Merci à vous. Alors, commentaire de cette phrase, j'ai envie d'emmerder, en fait, les non-vaccinés, donc ceux qui ne pensent pas comme moi. D'abord, un chef de l'État, c'est quelqu'un qui rassemble, c'est pas quelqu'un qui divise. Il faut entendre ce que signifiait l'opposition au vaccin. Moi, j'étais pour, je suis toujours pour, mais je comprends qu'on puisse être contre. Je comprends qu'on puisse être contre le pass vaccinal aussi. Je comprends que le philosophe doit faire un travail de réflexion, de débat, d'échange, on n'insulte pas. Et même penser contre lui-même. Éventuellement. Moi, j'ai dit à un moment donné, stop, on ne vaccine pas les enfants, par exemple. En disant, j'ai des choses que j'accepte, mais je n'accepte pas tout. Enfin, on va pas revenir sur le vaccin, mais je veux dire que il y a un moment donné où un chef d'État qui nous dit, j'ai envie d'emmerder une catégorie de Français, ça n'est pas possible. Mais ça n'est pas possible. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui dit, mais moi, je défends tous les Français, je dois me faire de telle sorte que... Alors... 50% des Français, ils les méprisent parce que ce sont des gens qui votent Le Pen, Zemmour, à droite, réactionnaires, conservateurs ou je ne sais quoi. Après ça, ils méprisent un certain nombre d'autres personnes. Enfin, ils méprisent tous ceux qui ne lui disent pas oui, quoi. Tout le temps, c'est ça le problème de Macron. On ne peut pas dire ça à des gens en disant je vais d'abord aussi grossièrement. Je sais pas un mot qu'on utilise, voilà. Alors que ça a été sciemment utilisé, puisqu'il y a même son porte-parole qui, quelques heures après, a dit mais oui, c'est eux qui nous emmerdent, donc on a le droit d'utiliser le mot emmerder, etc. Bien sûr que non, on n'a pas le droit. On discute, on échange, on dialogue, et moi je comprends que des gens puissent dire on veut pas de ce vaccin, il nous a tellement menti, il nous a tellement trahi, il nous a tellement trompé, il a tellement tout dit et le contraire de tout. Masque, pas sanitaire, pas sanitaire, pardon. Non, bien sûr, lui, pas que lui, tous les gouvernants, depuis le Distilben dans les années 70, l'affaire du sang contaminé, le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière, le Mediator, le chlordécone, il y a eu ce scandale sanitaire, mais c'est même pas le problème du vaccin. Moi, je ne suis pas anti-vax et j'ai voté Macron il y a 5 ans contre Le Pen, vous voyez, donc je suis pas... Et tous les jours, je me demande si je me trompe pas dans les positions que je prends. Non, c'est vraiment le refus de la minorité qui pense différemment qui me fait peur. Oui, vous l'avez dit. Oui, voilà. Ben, vous avez tellement raison que moi j'ai appris ce matin que quand il était hier soir dans je ne sais quelle mairie à rencontrer des gens, parce qu'il dit moi j'ai un Poissy, merci. Quand ce type dit moi je ne discute pas, je ne débat pas dans les foules, enfin je débat et je discute parce que moi je vais pas dans des messes où on vient m'applaudir et me célébrer. On a découvert ce matin que des fiches existaient avec les questions écrites, les photos de ces gens-là, leur âge, leur profession, etc. Mais tout avait été écrit. Ces questions étaient écrites. Mais on imagine bien. Moi je l'ai dit quand il a fait son tour de France. Hein. J'ai dit comment ça fonctionnait puisque les préfets étaient dans la combine. Mais il est bien évident que quand on a les questions, on a aussi des gens qui bossent pour les réponses. Donc on fait une espèce de débriefing avant, enfin pas un débriefing pour le coup, mais un briefing. Et on dit bon ben voilà, machin va poser telle question, les réponses à apporter sont celles-là. Il fait juste un travail de comédien quoi. Il apprend son rôle et puis après il débite son truc et il appelle ça débattre avec les Français. Donc il ne débat évidemment pas parce qu'il ne tolère pas la contradiction. Il organise même la contradiction. Et ça c'est la dictature. C'est-à-dire que ça se trouve aussi chez Orwell, c'est-à-dire que l'opposition, elle est même créée par le pouvoir en place. C'est-à-dire qu'il fabrique une fausse opposition, je rencontre tous les Français, ils me posent librement des questions, mon œil, les questions ont été préparées, et les réponses aussi. Comme vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, mais dans un certain sens. Absolument. Vous avez le droit de me critiquer, comme il dit, mais il ne faudra pas l'exercer, ce droit-là. Dernière question rapide, Michel Onfray. Alors, vous comptez refonder la gauche, vous allez participer à la refondation de cette gauche qui, franchement, aujourd'hui, on ne sait plus où elle est. C'est le monstre du Loch Ness.
jeunesse. Non, mais ça, c'est pas être de gauche que de croire qu'on peut aujourd'hui vendre des enfants et acheter des ovocytes, c'est-à-dire réifier le corps des femmes en prétendant être féministe. Moi, il y a plein de gens qui estiment que justement parce qu'ils sont de gauche, on peut pas tolérer ce genre de choses. Avec les amis de Front Populaire, à Uzès, cet été, juillet ou septembre, on ne sait pas, on n'a pas encore arrêté les dates, mais on va effectivement faire, appelons ça les universités d'été de Front Populaire, qui nous permettront de réfléchir à ce que peut être une gauche qui ne sera ni woke, ni cancel culture, pas cette gauche américaine, pas cette gauche de droite, pas la gauche de Hollande ou de Manuel Valls, pas la gauche de tous ces gens qui pensent que le peuple est parti chez Le Pen et qu'il faut le laisser. Non, il faut récupérer tous les gens qui ont envie de s'opposer au capitalisme, pas en disant on abolit le capitalisme, ça n'a aucun sens, hein, mais de dire que le capitalisme veut réifier tout, c'est-à-dire tout transformer en chose. Pour moi, le socialisme, qui est un beau mot, doit retrouver cette idée que non, on ne réifie pas tout. À l'école, c'est pas l'argent qui fait la loi, l'hôpital non plus. On ne numérise pas tout, on ne transhumanise pas tout. Absolument. C'est ça. Merci. Merci. Votre livre Foutriquet par Michel Onfray, évidemment aux éditions Albin Michel. On peut également vous lire sur la revue Front Populaire que vous avez fondée. Et puis, puisqu'entre vieux mal blanc, nous n'avons même pas parlé de la journée de la femme, Brigitte Lahaie va s'en charger et va voir ce qu'est être une femme libre sexuellement.